Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale où il sera question de transition énergétique. Avec nous, Michel Derdevé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Enedis, une entreprise qui traite de l'électricité. Vous occupez de réseaux de distribution. Expliquez-nous votre métier et comment ça se passe concrètement. Concrètement, l'électricité, elle est produite, elle est transportée, elle est distribuée, puis elle est commercialisée et elle arrive chez vous. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui font partie de la chaîne électrique. Le réseau de distribution, c'est la partie basse et moyenne tension. C'est en France 1 300 000 km de lignes qui relie le consommateur au réseau de transport. Le réseau de transport, c'est une autre entreprise, ça n'est pas Enedis, c'est RTE, ce réseau de transport est connecté avec les pays voisins. Nous gérons la France continentale sur 95% du territoire comme concessionnaire des collectivités, des syndicats d'électricité. Et quand on parle de transition énergétique, votre entreprise a un rôle clé aujourd'hui en matière de transition énergétique. Ces réseaux de distribution ont un rôle clé? C'est un rôle clé qui renvoie aux 3D de la transition énergétique. Vous savez, on a l'habitude de dire que la transition énergétique, c'est la décarbonation, la décentralisation et la digitalisation. Et sur ces 3 éléments, on est moteur. Décarbonation, parce que les énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliennes rentrent dans le système électrique par le bas, par le réseau de distribution. Ce réseau de distribution, ce n'est pas uniquement celui qui arrive, Jérôme, à votre compteur et qui achemine de l'électricité, c'est aussi un réseau qui collecte de plus en plus. Décentralisation, parce qu'on voit bien que tout ça, ça se passe plutôt dans les territoires, plutôt dans nos départements, dans nos régions où il y a énormément de sites de production qui, ces 10 dernières années, se sont déployés. Et puis, 3e D, c'est la digitalisation. Pourquoi? Parce que l'arrivée du numérique, la mutation de notre pays, le fait qu'on aura demain 35 millions de compteurs intelligents partout dans nos territoires, c'est quelque chose qui fait que le réseau, il est de plus en plus intelligent, de plus en plus smart. Et on retrouve donc toute la dynamique qui aujourd'hui est celle qui anime une entreprise comme Enedis. Alors, le 11 décembre dernier, juste avant le One Planet Summit, vous avez organisé un side event. Vous avez regroupé et invité de nombreux acteurs internationaux de premier plan pour discuter ensemble de ces questions, de ces mutations en cours. Pourquoi ? Ces grands changements, ils supposent de l'écoute, du partage, de la réflexion. Et tout ça, ça ne peut pas se faire uniquement en chambre. Ça ne peut pas se faire uniquement pays par pays. On voit bien qu'il y a un enjeu européen d'abord. C'est des sujets de transformation en profondeur des modèles énergétiques européens, mais c'est aussi un chantier mondial. Et vous savez, entre les questions que se posent nos amis chinois, indiens, nous en Europe ou nos amis américains, c'est souvent les mêmes problématiques. Le stockage. Comment demain, est-ce qu'il y aura une nouvelle frontière qui s'appellera le stockage plus industriel de l'électricité? L'autoconsommation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui rentrent dans des modèles d'autoconsommation. Comment on gère, comment on s'adapte, comment on se transforme par rapport à toutes ces données? C'est un sujet de partage et d'échange. Et c'était un peu l'esprit de cette journée du 11 décembre que vous évoquez. Alors justement, on va découvrir la dernière table ronde à laquelle vous avez participé avec un Américain et des Européens. On se retrouve tout à l'heure. Donc Andris Pibax, l'ancien commissaire à l'énergie et au développement, qui avait succédé à Loyola de Palacio avant Günther Oettinger. Il y a 2 commissions. Andris Pibax est aussi président de la Chambre d'appel des régulateurs européens et il est Senior Fellow, je ne sais pas comment on dit en français, à l'école de régulation de Florence, à Florence School of Regulation. Également, co-rédacteur d'un rapport sur la décarbonisation au World Economic Forum. Donc, vous savez, c'est Davos. Hein. Voilà. Donc, Andris, Donc, une question pour vous, Andris. Où est-ce qu'on devrait concentrer nos efforts afin de soutenir cette transition énergétique? Je commence d'abord par vous remercier pour cet événement très intéressant. J'étais ravie de recevoir une invitation et de voir ici une ministre britannique. C'est très encourageant.
Si on considère ce qui se passe avec la technologie d'ici 2050, il est clair que les énergies renouvelables avancent, alors que les autres énergies n'ont pas pu être à la hauteur de nos ambitions. Il y a plusieurs tendances que je voudrais vous décrire. D'abord, la révolution des photovoltaïques. Nous avons vu quelque chose d'inédit, c'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous peut être un producteur d'énergie. Les autoconsommateurs, les producteurs-consommateurs. Je produis de l'énergie et je consomme de l'énergie et je produis parfois plus que je consomme. Donc, c'est une tendance très forte. Deuxième chose que je voudrais mentionner sont les consommateurs actifs. Cette idée des consommateurs engagés a toujours été un petit peu un rêve. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, c'est en train de changer. Le troisième changement est peut-être théoriquement avec les consommateurs engagés. Enfin, je pourrais être un consommateur engagé, mais je suis trop feignant. Et maintenant, avec la facilité, avec ces entreprises commerciales, avec cette possibilité d'être à la hauteur de ces attentes, je suis visée moi aussi. Et quoi que l'on fasse, il faut penser au coût. Avec la précarité énergétique, on ne peut pas dire simplement on augmente le coût à cause de la transition énergétique. Donc, quel que soit le changement qu'on met en place, il faudra que ce soit un coût abordable. En fin de compte, je peux produire de l'énergie n'importe où, mais il faut renforcer le réseau. Le réseau doit être développé et géré pour que ça évolue d'une façon intelligente, qui n'augmente pas le coût pour les clients, tout en nous aidant à mettre en place cette transition énergétique. Nous avons parlé aussi du rôle de la politique, le rôle de la technologie, aussi le rôle de la réglementation. Nous essayons d'être compétitifs. Il faut être compétitif, quelle que soit la réglementation, quels que soient les tarifs. Il faut continuer à développer les technologies qui vont permettre l'innovation des réseaux tout en permettant la stabilité d'approvisionnement. Et c'est vraiment la question sur laquelle se penchent les régulateurs européens. Il y a deux sujets par le passé, les clients et les fournisseurs, alors que maintenant, il faut développer cette articulation sur les réseaux locaux et régionaux. Merci. La basse tension, c'est au cœur. Donc le rôle de la réglementation pour l'innovation et la stabilité est en relation avec les tarifs, bien évidemment. Vous êtes mon prochain orateur, donc secrétaire général et membre du directoire d'Enedis, prof à Sciences Po et auteur de plusieurs ouvrages sur l'énergie. Alors, les réseaux, est-ce que c'est la dernière marche vers la transition énergétique ? Ça dépend dans quel sens vous voyez la dernière marche. La marche la plus basse, la marche la plus haute. En tout cas, c'est une dimension qui est une dimension, je l'évoquais tout à l'heure en ouvrant ce side event, qui est essentielle. Pourquoi ? Parce que on voit bien que, et c'est dans le Clean Energy Package notamment, on pourrait envisager un monde de demain idéal et idyllique dans lequel on n'aurait que l'addition de communautés. Et on recrée les villages entre nous, fermés sur eux-mêmes, on produit, on autoconsomme. Voilà. Bon. C'est oublier l'histoire des réseaux. L'histoire des réseaux depuis un siècle, ça a été structuré, que ce soit le réseau de transport à partir des grands bassins hydrauliques ou que ce soit le réseau de distribution à partir déjà des villes, comme des éléments de solidarité entre les territoires. Et donc au moment où on voit qu'il y a ce bottom-up que Dario évoquait tout à l'heure, cette demande, cette apparition
de collectivités diverses les unes des autres, mais qui veulent s'emparer de la question énergétique, penser les réseaux comme des éléments de lien entre les territoires, entre les villes et l'espace rural, ben c'est quelque chose qui est extrêmement central au plan, je reviens sur ce que disait Andris, au plan bien entendu de quelle économie on met derrière, quel financement, quelle régulation, quelles règles du jeu, mais aussi, j'irai volontiers au-delà, au niveau politique. Quel est le rêve qu'on a derrière en termes de monde de l'énergie de demain, hein. Et donc, je suis assez frappé d'ailleurs quand on lève un peu le microscope. Ce sommet, c'est un sommet mondial, de voir qu'autour des réseaux, il y a un peu deux utopies qui se croisent. Il y a l'utopie américaine qui serait la disparition des réseaux. En gros, l'électricité arrive par Internet et puis c'est plus besoin de ce vieux monde des infrastructures qui renvoie à des économies du passé. Et puis l'exemple chinois qui lui rêve alors par contre d'un système qui serait extrêmement câblé, maîtrisé, mondialisé, avec une sorte de... D'ailleurs c'est ce que State Grid Corporation of China a théorisé, de système où on mettrait des grandes énergies renouvelables sur à certains pôles, et puis après des grands réseaux qui achemineraient un peu partout dans le monde. Donc d'un côté, il n'y aurait pas de réseau, et de l'autre, il y aurait un monde qui serait avec des réseaux maîtrisés par un grand continent puissant qui s'appelle la Chine. Ça repose la question de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil, de l'Europe. C'est-à-dire, nous, Européens, on a des infrastructures qui étaient parmi les premières dans le monde, créées, connectées, interconnectées, et on voit bien que c'est un sujet de relance potentielle pour l'Europe, et de possibilité de créer des politiques industrielles fortes. Je prends un exemple. Enedis, vous l'avez derrière vous, on a une ambition qui est d'être au rendez-vous de la mobilité électrique, du fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir envie d'avoir des voitures électriques. Ça suppose peut-être un travail en commun autour des questions du stockage, autour des questions de la batterie, et c'est un travail qui ne peut être fait de manière pertinente qu'au niveau européen. On va pas s'amuser à multiplier 27 R&D par pays ou 27 R&D par entreprise énergétique. On voit bien qu'il y a une masse critique. Donc l'Europe, elle est nécessaire face aux États-Unis, face à la Chine, comme élément moteur. Je veux dire, demain, dans le One Planet Summit, il y aura sans doute une thématique autour du marché du carbone. Et il y aura sans doute des propositions que le président français mettra sur la table autour du marché du carbone. Rappelons-nous qu'en 2003, le marché du carbone naît au plan mondial avec des directives ETS, avec à la fois une volonté politique, celle de la Commission européenne, plus derrière une dynamique qui est la dynamique du marché. Et donc ne soyons pas timides pour affirmer que l'Europe est le continent qui, en matière de transition énergétique et d'approche climatique, très longtemps avant que le sujet arrive chez d'autres continents dans le monde, a été sur le devant de la scène. Et moi, j'aurais tendance de manière un peu égoïste, mais on est chez Enedis, à dire que les réseaux ont une longueur d'avance en la matière. Historiquement, depuis au XXe siècle, les réseaux en Europe ont été extrêmement structurants, bien avant qu'on invente, en 2008, aux États-Unis, le concept de smart grid, qui arrive dans le débat américain à un moment donné comme une sorte de volonté de gagner des parts de marché, d'être présent sur le sujet. Il ne faut pas qu'on recule. Donc ça veut dire qu'il faut se réapproprier cette logique de réseau. C'est pourquoi d'ailleurs depuis 2-3 ans, il y a des actions extrêmement structurées qui sont faites par Enedis et les distributeurs au niveau européen. Nous avons créé très récemment, il y a 2-3 ans, une association européenne des distributeurs qui est très efficace aujourd'hui à Bruxelles, qui rassemble au-delà de la disparité des distributeurs. Nous commençons à être reconnus. La Commission européenne a mis dans le paquet Clean Energy Package la reconnaissance d'un entity body, d'une communauté des distributeurs. Et donc ça veut dire que petit à petit, cette réalité politique, économique de ce secteur, elle apparaît, Bernard l'a évoqué tout à l'heure, en même temps que techniquement, technologiquement, on voit que la chaîne de valeur, elle se rapproche de cette partie-là, qui était la partie un peu oubliée. Je ne prendrai pas les mots que Dario évoquait, même si il a été très clair dans ce qu'il nous a exprimé, mais c'est vrai que c'était une partie qui n'était pas la partie où la noblesse peut-être de l'activité électrique se manifestait. Aujourd'hui, c'est une partie qui est une partie reconnue par tous comme stratégique. Merci. Merci Michel. Et donc justement, ça m'amène à David Turk. On va parler de
numérisation. Alors moi j'aime bien parler français, on dit numérisation, hein, digital, non mais digital c'est anglais, hein, enfin bon il va peut-être nous le dire. Donc David Turk est directeur développement durable, perspective technologique de l'énergie. À l'Agence internationale de l'énergie. Donc David Turk, alors c'est quelqu'un de très important ici dans le monde de l'énergie parce que c'est son unité qui supervise les World Energy Outlook. Ça c'est l'oracle tous les ans, World Energy Outlook. Et ils font aussi des rapports technologiques. Et là récemment, il y a eu je crois que c'est cette année, David, there was a report on digitalization. Yeah, there was a report on digitalization. So please do tell us more about the digitalization potential in the energy sector. Merci de la question et merci d'accueillir ces conversations très intéressantes. Et après un an, notre directeur nous a réunis pour avoir une meilleure compréhension de l'interaction entre toutes les technologies de l'information que l'on utilise tous les jours et que l'on utilise de plus en plus dans le monde du business et dans le monde de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui est fait en termes de micro-réseaux, de réseaux intelligents, etc. On ne comprend jamais vraiment tout ce que cette technologie signifie et son impact. Donc on a eu un groupe de travail de 30 personnes dont j'étais moi-même impliquée et une équipe où on nous a demandé de faire une analyse de tous les secteurs des fournisseurs et quel impact il avait réellement. Et ce que nous avons trouvé, c'est que l'impact le plus transformatif, le plus important, c'est le secteur de l'énergie. C'est sur notre site web, si vous voulez aller voir, c'est à la page 4. Les autres secteurs seront également impactés, c'est évident, par la numérisation, mais le vrai impact, c'est dans le secteur de l'électricité. Donc il y a 4 phénomènes qui sont liés et je vais vous donner des chiffres qui vont vraiment complémenter tous les chiffres que vous avez reçus aujourd'hui dans cette table ronde. D'abord, la demande des consommateurs. Qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment réunir l'offre et la demande pour que chaque ménage, chaque société participe de manière de plus en plus dynamique et de manière multiple au système d'électricité en général. Donc certains de nos outils sont en fait 24 sur 24. Vous pouvez avoir 1 milliard de consommateurs dans le monde qui seront impliqués dans ce groupe de consommateurs intelligents. Ça, on parle donc de nombreux outils qui sont connectés, des réfrigérateurs, d'appareils électroniques, etc. Donc il y aura 185 gigawatts qui répondront de manière plus intelligente aux besoins de ces consommateurs intelligents. Alors, pour une réduction donc de 270 milliards de dollars, donc un gros potentiel de faire des économies. Ça, c'est simplement un des 4 phénomènes. Le deuxième phénomène, c'est les véhicules automatiques et qui va être rechargé, le chargement effectivement de ces véhicules électriques. Si vous regardez les chiffres qui augmentent de ces véhicules, il y en a environ 2 millions partout dans 2 milliards partout dans le monde. Ça reste encore petit, mais ça augmente. Donc on a fait des évaluations. Et on s'est dit que si on avait 20 millions de ces véhicules, quelle quantité donc d'investissement pourrions-nous économiser en termes de production d'électricité? Les chiffres sont également très parlants, 20 milliards de dollars US pour l'économie d'investissement pendant le chargement, etc., de toutes ces voitures. Le troisième phénomène, c'est vraiment l'intégration des énergies renouvelables. Ça va évidemment, c'est lié évidemment avec le véhicule électrique. Et c'est la manière d'intégrer ces énergies renouvelables de manière beaucoup plus intégrée, beaucoup plus intelligente. Nous avons fait une étude en Europe et nous avons vu que certaines des technologies intelligentes avaient pouvoir un impact sur le stockage et pouvoir réduire 30 millions de tonnes. Donc
par rapport à une énorme opportunité de décarbonisation. On parle également de panneaux solaires, de meilleure isolation qui permettra donc aux consommateurs d'être plus efficaces, et c'est ça que la numérisation a pour objectif d'atteindre, en fait, de nous rendre plus efficaces, que ce soit par l'intermédiaire d'un blockchain ou d'autres technologies digitales. Mais ces 4 phénomènes liés sont très importants, et particulièrement s'ils sont liés les uns aux autres. C'est très intéressant parce que, comme vous avez dit, j'aimerais que Andris réponde à ce que vous avez dit. Vous vous concentrez sur la consommation d'électricité et vous n'avez pas beaucoup parlé de la production d'électricité, ni même de la numérisation. Andris, pouvez-vous répondre? Moi, je pense que c'est les développements technologiques qui ont été faits en 2015. On se concentrait vraiment sur la production. Si on pouvait utiliser le captage de carbone, et ces technologies ont évolué de manière différente. Maintenant, on en est au compteur intelligent et qui concerne donc chaque ménage. Et c'est pour ça que je pense que la réelle attention des gouvernements doit se poser sur la demande intelligente. C'est là où le réel changement doit intervenir. Et il y a des technologies qui sont mises en place et des règlements également qui vont suivre. Parce que je pense que ça, c'est un point très important. Des exemples ont été... On peut voir de nombreux exemples. Notre production d'énergie n'est pas interrompue. Donc, ce sont les 4 choses qu'il faut qu'on fasse. Mais la technologie va nous aider à décarboniser notre secteur énergétique le plus rapidement. D'accord, Michel. Avec, il faut concentrer les efforts sur la consommation, moins que sur la production. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que la chaîne de valeur se déplaçait. Vous avez au fond de cette pièce des compteurs. Et on a, quand on a conçu cet espace, voulu montrer l'historique des compteurs. Et les compteurs, à l'époque, ça comptait. Ça veut dire, c'est déjà ça. Mais ça comptait peut-être pas de manière parfaite. Parce que jusqu'au dernier compteur, on avait quand même un décalage entre ce qu'on comptait et puis ce qu'on facturait. Donc, je veux dire, un des éléments qu'on rappelle pas assez souvent, mais Linky va être le premier compteur à rapprocher l'élément de connaissance de la consommation du temps réel, alors que là, on était sur des systèmes de reconstitution. Tout ça pour vous dire que le compteur, à l'époque, il comptait, basiquement. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même économie qui va être l'économie de l'électricité, puisqu'on voit bien que les données qui vont être, je veux dire, agrégées, connues, restituées aux consommateurs, aux citoyens et aux collectivités, c'est des données qui vont être enrichies, qui vont être multipliées d'abord par un facteur 5-6 une fois que le programme Linky sera abouti. Et en même temps, on voit bien que ça va donner aux entreprises de distribution un rôle majeur pour permettre, par exemple, localement à des collectivités de mener des politiques sociales plus adaptées, de mener des politiques de transport plus pertinentes. Donc on voit bien qu'on ne va pas être uniquement dans la fourniture d'une information technique, voire économique enrichie vers le consommateur, mais on va être dans quelque chose qui va nous placer, nous, entreprises de réseau, au cœur de toute une série d'enjeux de développement de nouvelles politiques ou de politiques plus adaptées pour l'ensemble des collectivités. Et en même temps, du point de vue du consommateur, toute une partie du chemin, ça a été dit par mes 2 amis, qui va être faire que ces informations soient appropriées de manière simple, amènent à des changements de comportement. Et ça, c'est une partie de l'histoire qui est à écrire. Ça veut dire que les réseaux ou les entreprises énergétiques ne seront pas les seuls à pouvoir porter cette partie de l'histoire. Le consumérisme doit être porté d'abord par les consommateurs. Et donc toute une partie de l'histoire devra être appropriée par les citoyens si on veut que la transition réussisse. Donc vous savez, quand on est une entreprise énergétique, il faut être modeste. Il y a une partie du chemin qu'on peut faire, c'est celle qui est faite aujourd'hui par les 38 000 salariés d'Enedis, notamment pour que le programme Linky réussisse, et Bernard le pilote avec ses équipes avec talent. Mais derrière, il y aura une partie qui est une partie d'appropriation et qui renvoie à la société, sa maturité, son appétence à rentrer dans ce consumérisme.
Oui, la consommation n'était pas un sujet économique central, parce que peut-être qu'on avait dans toutes nos économies basé le raisonnement sur la production, une production suffisante pour aller vers une demande. C'était le cas dans le pétrole, c'était le cas dans beaucoup de secteurs énergétiques. On voit aujourd'hui que les courbes de consommation vont peut-être fléchir ici ou là. On aura sans doute des efforts d'efficacité, on aura sans doute un souci de voir quelle facture correspond à quelle consommation. Voilà, c'est des changements de modèle qui sont à l'œuvre. Il ne faut pas les vivre comme un changement, le passage de la nuit, ou plutôt de la lumière à la nuit. C'est un changement qui est un changement de système, de modèle. Quand on parle de transition, et quand on parle encore plus d'énergie verte, on a un tournant. Le tournant, il fait qu'on voit très bien que les modèles énergétiques vont migrer petit à petit. Mais dans notre cas, on voit ces mutations. Tout à l'heure, vous évoquiez, David, les blockchains. Nous avons, dès que les premières expériences de blockchain sont apparues en France, eu une logique d'écoute, d'analyse, de partenariat. Et le réseau est en nécessité de s'adapter, de comprendre ce qui se passe pour voir quelle est la plus-value qu'il peut offrir, apporter à l'ensemble des citoyens. Et deuxième destinataire, je l'évoquais tout à l'heure, les collectivités. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? C'est une remarque qui amène peut-être à rebondir. Ce que je trouve, à chaque transition, il y a toujours des risques qui peuvent être associés. Et quand on parle de décentralisation comme valeur forte, je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas opposer un modèle ancien avec un nouveau modèle. Et je pense que si on n'y prend pas garde, il y a une thématique sur la fracture énergétique entre des zones rurales ou des métropoles, ou des zones plus riches et des zones plus pauvres. Et je pense que là, il faut faire excessivement attention à ne pas aller vers une mode qui serait une décentralisation à tout va, qui désoptimiserait un système, et faire attention à cette notion de fracture sociétale. Et je pense que notamment le smart metering, d'une certaine manière, offre une digitalisation qui est valable pour tout le monde, qu'il soit dans un rural reculé ou dans l'urbain très fort. Et il me semble que là, il faut faire attention à bien... Alors, je ne dis pas qu'il faut choisir, mais il faut associer les deux, comme le disait Michel. Il faut réfléchir à justement accompagner ces deux points-là. Alors, peut-être que ma vision est trop idéaliste, mais il me semble que là, il y a un danger à aller trop loin. Et je pense qu'on irait vers une fracture qui irait vers des bénéfices pour les riches, moins pour les autres. Merci. Merci pour cette précision. Michel. Pour aller dans le sens de Bernard, moi je me rappelle, et Andris était, je pense, commissaire à ce moment-là, quand le 4 novembre 2006, à 22h13, il y a le grand accident électrique qui arrive en Allemagne. Accident sur les réseaux de transport, et en gros, problème de coordination et de dialogue entre les deux gestionnaires de réseaux de transport du nord de l'Allemagne. Quelle est l'interprétation qui passe le lendemain dans les opinions publiques nationales? Il y a deux interprétations, deux grilles de lecture. Première grille, oh là là, ces Allemands, ils ont failli créer un incident partout en Europe, c'est catastrophique. Si on vivait entre nous et si on n'avait pas d'interconnexion, mesdames, messieurs, ce serait formidable. On serait tranquille et au moins on ne risquerait pas d'importer cette sorte de virus. Il y a une deuxième explication, qui était plutôt celle qu'à l'époque, moi, je portais avec d'autres, qui était de dire heureusement qu'il y avait l'Europe. Heureusement qu'il y avait les interconnexions. Heureusement que l'hydraulique français, en pouvant être très rapidement réinjecté sur le réseau, rétablit la fréquence à 50 Hz et sauve l'Europe d'un grand accident qui aurait amené une crise économique, une crise politique majeure. Donc les réseaux, c'est bien la solution pour gérer à un moment donné des déséquilibres, des phénomènes qu'on ne peut pas gérer soit et soit seul dans son territoire. Et on voit bien que cette logique-là des échanges, de la solidarité, qui est fondatrice de toutes les infrastructures, elle est aujourd'hui au rendez-vous de la complexité. Parce que le monde de demain va être un petit peu plus compliqué, va générer un petit peu plus d'imprévisibilité. Si on le partage à plusieurs, on fera jouer à plein les phénomènes de solidarité qu'évoquait Bernard. Si on essaie de résoudre soi-même des équations de plus en plus complexes, on risque de se retrouver dans une position de cul-de-sac. David, you focus obviously on... Vous
vous focalisez sur la consommation, évidemment, mais ici, on parle de la production d'énergie. La production d'énergie depuis les énergies renouvelables. Quel est l'impact de tout cela? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les technologies sont là? Est-ce qu'on peut passer vers des réseaux plus complexes? Eh bien, je vais essayer de faire une tentative de réponse et puis les autres prendront le relais. La digitalisation, la numérisation est un outil extrêmement puissant pour l'intégration des énergies renouvelables. Je vous ai donné quelques chiffres sur la possibilité de lissage des hauts et des bas des consommations. La demande smart, intelligente à différents moments de la journée et réduire le coût de l'intégration des énergies renouvelables. Mais il y a d'autres solutions, la diversification des énergies renouvelables, nous assurer que les interconnexions des différentes parties du pays ou de différents pays peut aussi contribuer à cette capacité. Une question sur cet écart d'énergie et permettre ces énergies en fait bénéficier à tout le monde, non seulement les riches. C'est quelque chose qui est passionnant dans ces tendances numériques partout dans le monde et la capacité d'atteindre les zones rurales, les zones très pauvres en Afrique subsaharienne. 90% de la croissance dans les abonnements à la large bande mobile se fait dans ces zones-là. Dans certaines zones, l'accès à l'énergie nous montre que c'est croissant, notamment dans des zones traditionnellement pauvres. Les paiements par mobile, d'autres technologies numériques apportent des modèles qui peuvent fonctionner pour des zones qui n'ont pas eu accès à l'énergie avant. Et il faut aussi mettre en place les cadres et d'autres incitations, mais il y a une grande potentiel pour les énergies renouvelables sur réseau et hors réseau également. Notamment dans des contextes ruraux en Afrique subsaharienne, on voit de plus en plus de personnes raccordées au réseau et c'est grâce notamment à la digitalisation. Merci. Si je peux me permettre une réaction à ce que Bernard a dit, il y a des risques énormes, notamment les riches, ils gagnent plus d'argent, donc ils ont plus à dépenser, donc c'est logique. Aussi, il faut faire une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Mais si l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, si c'est l'objectif, si c'est le moteur, il faut résoudre les problématiques qui surgissent au fur et à mesure. Et je dirais, c'est normal au début de cette transition de vouloir simplifier notre attitude vers cette transition énergétique. Donc je dirais que maintenant, en termes de précarité énergétique, on demande si ce paquet d'énergie propre va avoir un impact. Quelles sont les mesures qu'on devrait prendre pour résoudre cette précarité énergétique et essayer de pour réduire les émissions, il faut faire en sorte, si ces gens ils dépensent de l'argent sur le chauffage et sur les transports, il faut essayer de trouver un équilibre. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un réseau? Je pourrais mettre des panneaux solaires partout et dire simplement connectez-moi au réseau parce que je produis de l'énergie et qui va le payer? Est-ce que je devrais payer pour moi-même pour l'énergie verte ou est-ce que tout le monde devrait payer, y compris les pauvres? Je pense que ce n'est pas noir et blanc, il faut optimiser les solutions, mais il est clair que les technologies de communication nous offrent de nouvelles opportunités. Ça nous permet
d'être connecté, raccordé à une énergie propre sans augmenter le coût du réseau. Sinon, on aurait un impact négatif sur la société, parce qu'il y a des gens qui disent l'environnement, le climat, ce n'est pas une priorité pour moi. Je dois nourrir ma famille et je dois me déplacer. Donc, il faut prendre en compte le système. Et c'est là tout l'enjeu du réseau, les réseaux de transmission. Aujourd'hui, on peut parler beaucoup de ce qui va se passer à l'avenir. Comment est-ce qu'on va apporter de l'énergie propre de la mer du Nord en Europe, etc. C'est le sujet très intéressant aujourd'hui en Jordanie. Je pense qu'on pourrait vraiment joindre les deux bouts avec ça. Il faut fournir de l'électricité et aussi payer ses employés. Donc, je pense que nous avons peut-être c'est un problème beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Ce n'est pas simplement une question d'avoir un réseau et trouver une source d'énergie propre. C'est beaucoup plus complexe. Oui, nous avons parlé aussi du rôle de l'État qui accompagne ces transitions. Michel David, vous avez parlé à un moment donné des téléphones portables. Les téléphones portables, l'explosion de la téléphonie mobile en Afrique s'est fait presque sans aucune réglementation. Alors quel est le rôle de l'État dans tout cela? Est-ce qu'ils sont là pour soutenir ce genre d'innovation et de technologie, ou est-ce qu'on doit passer d'un État qui intervient partout à un Le rôle de l'État est très important. Le rôle des régulateurs, des gens qui font les lois, pour régler notamment notre numérisation, la digitalisation et les politiques de digitalisation et les recommandations qui sont faites. Nous devons au moins fournir à ces régulateurs des solutions pour qu'ils prennent en compte les changements très rapides dans le monde de la technologie. La progression de ces technologies dans certains endroits est énorme et on ne peut pas prévoir quel rôle ça va vraiment, comment ça va se passer. Et j'ai entendu mes collègues qui parlaient justement du point de vue du consommateur et du comportement du consommateur. Quel effet rebond cela aura donc sur la production d'électricité par rapport à ces technologies. Par exemple, il peut y avoir un phénomène de décarbonisation énorme selon le changement de comportement, ou alors ça n'arrivera moins vite parce que ça ne sera pas pratique en fait. Je voudrais proposer 10 recommandations aux régulateurs et surtout, je voudrais surtout qu'elles soient basées sur de l'expérimentation. Comment expérimenter dans différents pays pour voir comment ça se passe et pour voir comment on peut les déployer plus en avant. Les technologies de la communication, si vous allez les réguler afin qu'elles apportent des avantages à tout le monde et à tous les citoyens, il faut bien connaître comment ces technologies se développent et comment elles vont se développer dans 3 à 5 ans. Donc il faut avoir une certaine expertise sur le domaine. Les personnes qui font les lois vont avoir un rôle très important à jouer pour en fait diriger et aiguiller ces technologies dans un sens qui nous intéressera. Donc il y aura tout juste 7 minutes pour faire sa conclusion. Non, juste rapidement pour revenir sur le sujet, on est dans notamment une économie européenne qui est en crise, avec les budgets des États qui sont dans une position assez critique. Les entreprises énergétiques aussi, elles sont dans une situation qui peut être un petit peu tendue. Et donc je pense qu'une des grilles de lecture qu'on pourrait proposer, peut-être, c'est de se dire finalement quel est le niveau pertinent pour mener un certain nombre de politiques. Il y a des sujets sur lesquels on voit bien que ce sera peut-être la collectivité, la région. Il y a d'autres niveaux dans lesquels, c'est évoqué à l'instant, on se rend compte que c'est l'État. Je prendrai un seul exemple. Moi, je suis originaire du sud de la France.
Il y a à côté de ma ville natale de Béziers une régie qui s'appelle la régie de Cazoul-les-Béziers, qui est une régie formidable. Est-ce qu'on envisage que le compteur intelligent va faire l'objet d'un travail de R&D, de déploiement industriel, par la régie de Cazoul-les-Béziers? Est-ce que c'est la maille pertinente? Moi, je préfère que ce soit Bernard Lassus et un programme un peu structuré qui est une dynamique industrielle avec des appels d'offres. Voilà. Donc, il y a des sujets qui renvoient à l'État. Et puis, moi, je suis un Européen convaincu et militant. Il y a d'autres sujets qui renvoient à l'Europe. Et donc ça, il faut que peut-être chez nous, dans notre pays, on sache renvoyer les sujets quand c'est pertinent et efficace à un niveau de coopération technique, d'innovation, de R&D qui est un niveau communautaire. Mais si on prend le sujet à l'envers et si on se dit finalement quel est le niveau au sens de la subsidiarité de la Cour de justice, la subsidiarité, c'est qu'est-ce que je peux faire mieux au niveau au-dessus. Et on voit bien que si on aborde le sujet comme ça, on va retrouver toute une série de domaines sur lesquels, bien entendu, les États auront leur place et l'Europe aussi. Merci Dario. Michel. La synthèse, Dario, voilà. Merci, je m'excuse, voilà. Je dois impérativement prendre un train, mais je suis tout à fait ravi de faire cette synthèse avec toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui, c'est beaucoup. Bon, tout d'abord, maintes orateurs ont souligné l'importance de cet événement d'aujourd'hui comme préalable à l'événement de demain, qui est encore plus important. Et quelqu'un a souligné aussi que cet événement s'est produit à distance de quelques jours du sommet Union européenne-Africa. La première séance s'est faite à Bruxelles, la deuxième séance s'est faite à Abidjan. Et donc là, on a pris des engagements. Puis, il faut voir quelles sont les suites de ces engagements. Mais au niveau général, je peux dire que bon, les gens ont quand même reconnu l'importance de cet événement d'aujourd'hui et de la discussion. Puis, pour ce qui concerne les choses les plus importantes, bon, d'abord, on a maintes fois, comment dirais-je, affirmé que la question de la technologie ce n'est pas vraiment la question la plus importante dans la mesure où, pour les renouvelables, pour l'efficacité énergétique, il y a déjà beaucoup de composants et systèmes disponibles sur le marché et c'est plutôt une question de législation, réglementation, investissement, d'accord? Mais si on veut agir, on peut agir tout de suite. Par contre, la ministre britannique a souligné l'importance de l'innovation technologique et des activités de recherche et développement. Donc, elle a souligné, oui, évidemment, il y a déjà ce qu'il faut, mais on peut faire beaucoup plus, notamment pour Carbon Capture and Storage et d'autres filières, Clean Coal Technologies and Innovation Technology, évidemment, sur lesquelles il y a encore une marge d'amélioration importante qui pourrait disons, comment dirais-je, améliorer les choses en termes d'application concrète. Encore un point à toucher la prise de conscience de l'importance du gaspillage de l'énergie, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Et maintes orateurs ont souligné que c'est à partir de l'école qu'il faut commencer pour que les citoyens de demain soient déjà bien préparés et bien au courant de ce qu'il faut faire et pour changer les attitudes. Bon, je crois qu'en Europe, ceci est déjà largement, comment dirais-je, fait, parce que bon, il y a eu beaucoup de prise de conscience à tout point de vue, soit sur les ressources du style de l'eau et des ressources naturelles primaires, mais sur l'énergie en plus. Mais évidemment, si on parle de la région euro-méditerranéenne, du MENA region et de l'Afrique, peut-être il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce point-là. Pour ce qui concerne les renouvelables et le rapport des renouvelables avec les réseaux, bon, maintes orateurs ont souligné que, comment dirais-je, l'implémentation des renouvelables dans les applications des États-nations et de la région va impliquer comme une révisitation des réseaux, surtout des réseaux de bas tension, en termes de réseaux intelligents qui soient capables de gérer et de faire un dispatching de quelque chose qui a au minimum 3 volatilités, comme on dit. Et il y a la volatilité de l'incertitude de la source, parce que les sources renouvelables sont comme ça, et donc il faut prendre acte. Il y a la volatilité dans un nord-sud regional market des pics qui ne correspondent pas
maintenant. Et donc, on peut avoir des pics en été, je ne sais pas, d'un côté, et par contre, des vides de l'autre côté, et vice-versa. Et en plus, il faut quand même gérer la volatilité des interruptions des groupes thermiques traditionnels. Donc, il y a affaire avec des réseaux qui doivent, peut-être en basse tension, très répandus sur le territoire, ils doivent faire avec des problèmes de nature un petit peu différente pour lesquels la technologie et l'innovation technologique pourra jouer un rôle important. Et bon, la question des compteurs intelligents a été soulignée maintes fois comme utile, indispensable pour pouvoir mettre en place cette affaire du prosumer, ce qui a dit l'ancien commissaire de P-Bugs, qui est une figure nouvelle d'un consommateur qui devient aussi producteur et qui peut en même temps décider de se mettre dans un marché de l'électricité pour vendre au bon moment, pour acheter au bon moment, etc. Bon, toutes ces choses-là, en plus que les statistiques qui sont des informations nécessaires pour pouvoir planifier toute activité, soit du réseau d'exploitation que des producteurs, ces compteurs intelligents de deuxième ou de troisième génération jouent un rôle important. Cependant, je me permets d'ajouter, n'oublions pas que dans la MENA region et dans plusieurs pays, il y a des coupures de courant tous les 3 heures, que les tarifs sont subsidiés par l'État, que les gens ne payent pas du tout. Donc, ça, il vaut mieux avoir bien les pieds sur terre. Donc, il vaut mieux faire tout ce qu'il faut faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a des pays que je visite régulièrement qui sont dans des situations catastrophiques. Donc, maintenant, il ne faut pas se faire perdre tout ça, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre et commencer par pallier des carences primaires. Donc, avoir quand même une sécurité de supply, une fourniture qui soit continuelle, et puis faire payer quand même un petit peu de l'électricité et les combustibles, parce que la mobilité, vous savez, à Alger, la capitale de l'Algérie, il y a des embouteillages monstres, impossibles à gérer, mais l'essence coûte 30 centimes le litre. Donc, dans ces conditions-là, c'est difficile de pouvoir dire il faut sauver les trucs. Je termine par les systèmes de financement qui ont été soulignés partout, donc des systèmes différents, les certificats blancs, les certificats verts, la défiscalisation, etc. Il y a eu des suggestions pour la standardisation des composantes et des appliances, qui est très importante pour que le marché des composantes et des systèmes puisse se faire de façon élargie dans un espace plus large que non la seule Europe. Je crois d'avoir tout dit, mais vous avez dit beaucoup de choses, donc je m'excuse si quelque chose m'a échappé et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci. Alors, Dario Chiello a fait une rapide synthèse de ce side event que vous avez organisé. On sent bien qu'il y a aujourd'hui urgence partout dans le monde, urgence de travailler ensemble. Oui, en effet, et dans une logique, encore une fois, qui est une logique d'extrême modestie. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels tel ou tel pays, tel ou tel continent est leader, d'autres c'est moins vrai. Et donc, on doit essayer de partager au niveau international plus que jamais, parce que les expériences, les expertises sont vraiment extrêmement opportunes dans le partage et dans l'échange. Et chacun ne va pas gagner le Graal uniquement par ses propres efforts en matière d'innovation, de recherche, de développement. On voit bien que tout ça, ça se fait de manière collective. Et les entreprises, elles jouent le jeu. Vous travaillez avec d'autres entreprises à l'étranger. Le courant passe bien. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Jean, le courant passe très bien. Les échanges se font, notamment parce qu'il n'y a pas d'enjeu de compétition. Il y a plutôt des enjeux d'interpellation sur comment on peut aller rapidement et efficacement dans cette transition énergétique. Aujourd'hui, le calendrier, il est extrêmement tendu. On voit bien que ce que nous disent des experts du GIEC, Jean Jouzel était l'invité de cette table ronde, sont qu'on a une échelle de temps qui est de quelques années, voire quelques dizaines d'années. Et donc, nous avons intérêt, les entreprises de réseaux d'énergie notamment, de rentrer dans cette logique de, ensemble, gérer ces transformations de manière rapide et pas se mettre sur des schémas d'évolution à 20-30 ans, le temps
énergétique, aujourd'hui, il est de plus en plus rapide, donc de plus en plus compté. Alors, il y a des urgences pour les citoyens. On doit réapprendre des gestes, faire attention. Et pour les entreprises, comme une entreprise comme Enedis, aujourd'hui, dans les quelques années à venir, c'est quoi les grands projets Le grand projet structurant pour nous, c'est le compteur Linky, le fait que chaque Français en 2021 aura un compteur intelligent et aura bien entendu aussi en 2021 une parfaite maîtrise de l'intérêt d'avoir un compteur chez lui, nouvelle génération. Qui permettra de mieux consommer. Qui permettra d'avoir, surtout de manière très pratique, vous pourrez avoir accès, et vous avez accès déjà en ce moment pour les 8 millions de Français qui ont déjà un compteur, à un espace client qui vous donne votre consommation de manière immédiate, mais aussi avec un recul sur la semaine passée, le mois passé, l'année passée. Donc en ayant cette visualisation par Internet de votre consommation, vous pouvez mieux maîtriser votre dépense énergétique. Vous pourrez donc, dès lors, avoir une appropriation de l'électricité qui n'est pas un produit qui arrive uniquement de manière descendante, mais qui sera aussi un produit partagé. Ça, c'est un pas très important. Et au niveau national, ça aura un impact aussi. Il y aura une baisse de la consommation, c'est une rationalisation. Alors ça c'est quelque chose qui renvoie bien entendu à des phénomènes qui ne relèvent pas uniquement du réseau et du comptage intelligent. Ça, c'est des éléments qui renvoient à beaucoup d'autres paramètres, des paramètres économiques, de développement, d'activité économique. Ce qui est clair, c'est que c'est un élément sans lequel parler de réseau intelligent serait purement du discours et serait purement un propos qui serait un propos désincarné. Le réseau intelligent, ça passe d'abord par des systèmes de comptage performants et pertinents, et Linky en fait partie. Monsieur Derdevet, merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de cette série d'émissions spéciales avec ces tables rondes. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le site internet www.enedis.fr/OnePlanetSummit et bien sûr également sur notre site internet. S'il y avait un mot à dire aujourd'hui à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous, citoyens, leur diriez? Alors si vous m'interrogez en tant que citoyen, j'aurais envie de leur dire que les réseaux, ça n'est pas que les réseaux électriques, c'est aussi à travers les réseaux électriques et les réseaux d'énergie, penser la société en réseau, de manière solidaire. Et quand on regarde l'histoire de notre pays, l'histoire économique de notre pays, les réseaux ont été un formidable vecteur de solidarité entre les territoires, entre les citoyens, entre le monde rural, le monde urbain. Et on voit bien que ce défi aujourd'hui de penser la société en réseau et de manière solidaire, c'est un beau défi, un beau challenge pour notre pays, la France, mais aussi pour un continent comme l'Europe. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Vous l'avez compris, faites des économies d'énergie et surtout agissez en réseau. Au revoir et à bientôt.